Bonsoir les sapiens et les sapiens. Ça a l'air d'aller apparemment. Hein. Alors oui, paléo-anthropologue, paléo-ancien, anthropos l'homme et logos la connaissance, donc en grec. Donc un spécialiste des origines et de l'évolution, ça a déjà été dit. Alors d'emblée, vous pouvez vous dire, il y a une erreur de casting parce que le sujet c'est demain, c'est important. Oui, il y a deux aspects dans l'évolution, mes amis. Il y a le grand passé, évidemment, Néandertal, Lucie, dont on fête les 50 ans, les Cro-Magnon, tout ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a aussi comment l'évolution se fait, et c'est de ça dont je vais, évidemment, vous parler. Quelle est l'évolution qui est en train de se faire aujourd'hui et qui va très vite avec beaucoup d'incertitudes. D'abord, pourquoi il y a l'évolution? L'évolution, c'est un ensemble de théories sur le changement dans la nature. Et il est vrai que les sociétés humaines, d'une manière générale, toutes, n'aiment pas le changement, elles n'aiment pas l'incertitude. Et pourtant, ça change. Premier facteur, on est dans le Jura, Jurassique Park. Ok. Un météorite. Vous avez tous vu Jurassic Park, les dinosaures, ils sont là, les grands cadors, c'est nous les plus forts, les plus méchants, et paf, ils se ramassent un météorite. Pas de bol quand même. Okay, donc ça, c'est des événements extérieurs. Et ça va continuer, il y en aura d'autres. Le deuxième facteur, c'est qu'une espèce n'évolue pas seule. Nous coévoluons. Ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Et quand les dinosaures ont chopé ce vilain météorite égaré, déjà, ça n'allait pas bien dans les communautés écologiques. Donc ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Vous allez me dire, est-ce que ça nous concerne? La Covid. Il y avait un débat dans le monde économique et social, surtout anglo-saxon, à savoir, est-ce que les entreprises doivent se préoccuper que de rémunérer leurs actionnaires, ce qu'on appelle la doctrine Milton-Friedman, ou est-ce que les entreprises doivent s'occuper des questions sociales et environnementales, ce qu'on appelle la RSE. Donc il y avait un débat en anglais, pardonnez-moi, qui c'était le shareholders, c'est-à-dire les actionnaires, et les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes externes ou internes. Il y avait débat. Et arrive la Covid, c'est le météorite. Et à partir de là, ce qui est intéressant, quelles sont les entreprises, et toutes les études internationales le montrent, qui ont mieux supporté la crise de la Covid, celles qui déjà avaient une fibre interne sur les questions d'environnement et de société, parce qu'elles étaient évidemment plus sensibles à ces changements. Le troisième facteur, personne ne le trouve. Et ça va vous surprendre. C'est le succès. Vous allez dire, le paléo, là, il est en train de dérailler. Et oui, parce que le succès nous met dans une arrogance pas possible. Moi, je me souviens d'une entreprise qui avait beaucoup de succès, qui est devenue un dinosaure, ça s'appelle Kodak. Les signaux faibles. Kodak a inventé la photographie numérique. Mais ils avaient tellement de succès. Pourquoi changer le modèle? En fait, mes chers amis, sachez une chose, l'évolution nous apprend ceci. Nous vivons sur les adaptations du passé. Et le vrai enjeu, ce n'est pas de se dire ça a marché jusque-là, sinon d'ailleurs on ne serait pas là. C'est de savoir si ça va marcher demain. Et tous les politiques, tous les responsables, tous les dirigeants et dirigeantes devraient savoir à quel moment je suis capable de comprendre que ce qui a fait mon succès ne suffira pas demain. Et c'est quand ça va bien qu'il faut changer. Parce que quand ça va mal, ça devient un peu plus compliqué. Et là, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour changer. Ça va très vite, parce que le principal facteur aujourd'hui de l'évolution, c'est nous les humains, les sapiens. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, un sous-titre d'un livre de Jared Diamond, qui s'appelle « L'effondrement ». Méditez cela. Comment les sociétés décident leur survie ou leur disparition. Car avant tout, on peut évoquer le volcanisme, les courants océaniques, les météorites. Oui, tout ça, c'est des bons prétextes pour dire c'est pas de notre faute. Mais avant tout, les sociétés meurent de leurs facteurs internes. C'est quand elles sont faibles qu'un météorite les démolit. Si elles sont fortes, ça fait mal, mais on passe. Donc ça, c'est la première leçon de l'évolution. Donc nous vivons sur les adaptations du passé. Et le succès nous met dans une arrogance pas possible. Souvenez-vous, dans les années 90, un monsieur très connu, Francis Fukuyama, il nous dit « c'est la fin de l'histoire ». Parce que le mur de Berlin est tombé, parce que la Chine rentre dans l'OMS, nous avons la mondialisation heureuse. Et à partir de là, effectivement, nous sommes arrivés au bout de l'histoire. Le modèle occidental, basé sur le commerce, la liberté et la démocratie, a triomphé. Et on en est où 30 ans plus tard? Qui aurait pu imaginer ce changement? Méfions-nous des prospectivistes. D'ailleurs, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. M. Jeremy Rifkin, très connu, nous annonce la fin du travail. On n'a jamais autant bossé. D'ailleurs, moi j'aime bien les prospectivistes, parce qu'au moins ce qu'ils nous disent ne va pas arriver.
Quand j'étais jeune, il y avait les futurologues, le seul métier qui n'a pas eu d'avenir. Ouais. Alors, comment ça se fait qu'on résiste? Comment ça se fait qu'on a peur du changement? Alors bien sûr, nous avons tous des enseignements dans les différentes cultures, il y a les religions, les philosophies, les sciences, les transhumanistes. Donc tous ces gens nous disent, c'est pas grave, l'évolution ne nous concerne plus, on en est sorti, on est tellement géniaux, nous les homo sapiens, on a les techniques, ouais, on s'en sortira tout le temps. Mais que nenni, ça ne se passe pas du tout comme cela. Alors on s'est dit, est-ce qu'il y a des raisons universelles qui font que les espèces, et les sociétés humaines en l'occurrence, ont du mal à, évidemment, changer? Alors, on a testé avec les singes. On a testé avec les singes pourquoi on ne change pas. Les travaux du prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman. Alors j'ai deux personnes devant moi. Monsieur, quel est votre prénom? Jules, madame? Sabine. On va jouer avec Jules et Sabine. Moi, je fais le singe. Vous voyez, déjà, je suis sympa. Hein, je fais le singe. Et on va jouer avec des singes, capucins, des jetons et des pommes. Donc, on me donne des jetons que je vais négocier contre des pommes. Alors, première contrariété d'une certaine gauche, on arrive à capitaliser les singes à une vitesse, vous n'avez pas idée. Donc, je donne un jeton à Jules, il me donne 2 pommes. Je suis content. Arrive Sabine, c'est bien ça? Je donne un jeton, elle donne 3 pommes. Super, Sabine. On continue. Le coup d'après, je donne un jeton à Jules, j'ai 2 pommes. Constant, Jules. On continue, et le coup d'après, Sabine ne me donne qu'une pomme. Oh oh. Et vous continuez ça comme ça un nombre pair de fois, forcément. Au bout d'un moment, avec le nombre de jetons, vous avez le même nombre de pommes. Où est le deal? Sauf que notre cerveau ne voit pas ça. Le cerveau se dit, oh là là, moi je préfère Jules, parce qu'avec Jules, je peux assurer mes gains. Maintenant, on va jouer le même jeu, mais cette fois-ci sous forme de perte. On me fait miroiter 3 pommes. Jules arrive, alors il est constant, Jules. Hein. Un jeton, 2 pommes, j'en perds une, ok, j'en ai quand même 2. Sabine, ça commence toujours bien, elle me donne 3 pommes avec un jeton. On continue, vous avez compris le truc, 2 pommes après, mais le deuxième coup, Sabine ne me donne qu'une pomme. Mais pareil, vous me donnez ça à une machine, elle vous dit, attends mon gars, c'est quoi le problème? Avec le même nombre de jetons, tu as le même nombre de pommes. Sauf que là, cette fois-ci, je préfère avoir affaire à Sabine. Parce que quitte à perdre, je vais faire un pari sur mes pertes. Et donc c'est ça, notre cerveau est hyper conservateur. Il n'aime pas le changement. Il n'aime pas le changement. D'ailleurs, il y a un livre excellent à cet égard, si vous ne l'avez pas lu, Les élus pour Noël. De toute façon, ça va prendre 3 heures, vous allez être mort de rire, mais c'est génial. C'est Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Et en fait, même nous, en anthropologie, on sait que les sociétés n'aiment pas trop les changements. Mais il faut changer. On n'a pas le choix. Et derrière cela, ce qui est quand même intéressant, c'est que, traduction chez les singes, avant de lâcher la branche, je veux savoir où est la suivante. Alors, tant que l'arbre tient, pourquoi changer de branche? Mais quand l'arbre tombe, et comme le disait Chateaubriand, les forêts reculent devant les civilisations. Les arbres tombent aujourd'hui. L'environnement tombe aujourd'hui. Il va falloir changer de branche assez rapidement. L'évolution humaine, tout de même, quelle est sa caractéristique? Vous savez que nous fêtons en ce moment les 50 ans de Lucie, une petite pépée absolument géniale. Moi, j'étais physicien à l'époque et quand je l'ai vue, j'ai craqué. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis devenu paléo-anthropologue. Et Lucie, les australopithèques nous ont légué à nous, les premiers humains, un héritage absolument extraordinaire. Nous sommes, nous, les hommes et les femmes, les espèces les plus plastiques qui n'ont jamais existé. Ça veut dire quoi? Que nous pouvons changer très très vite d'un point de vue morphologique, qui est la taille et la forme du corps. Nous pouvons changer très vite d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire les fonctions du corps. Et nous pouvons changer très vite aussi d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire nos capacités mentales, notre intelligence, les capacités de comprendre le monde et d'agir sur le monde. Et cette plasticité, donc, sera celle des premiers humains au sens strict, qu'on appelle les Homo erectus, qui apparaissent en Afrique il y a 2 millions d'années. Mais ils font autre chose. Ils sont les premiers à inventer la coévolution bioculturelle. C'est-à-dire, nous avons cette plasticité que j'évoquais donc à l'instant, mais aussi la capacité de transformer le monde. Nous sommes, nous, des transformateurs de monde. Et dès 2 millions d'années, avec le feu, qui est la première technologie généralisée, ça veut dire quoi une technologie généralisée? C'est qu'elle va changer votre rapport à votre corps, votre rapport à l'autre, votre rapport à la société et votre rapport à l'écologie et à l'univers. Et ça a été dit tout à l'heure par Christian. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est exactement la même chose. Mais revenons à Homo erectus. Et à partir de là, donc, nous allons être capables d'associer cette plasticité avec la capacité de transformer nos environnements grâce à nos techniques et à nos innovations.
Et ça va aller très vite. À partir de là, nous, les Homo erectus à l'époque, nous avons la puissance écologique la plus incroyable qui a jamais existé sur cette terre. Et de fait, nous allons nous retrouver dans tous les écosystèmes. Il n'y a que nous, les Homo sapiens, qui sommes dans tous les écosystèmes. Alors bien sûr, on a emmené nos poules, les morpions, les chiens, mais en tout cas, c'est nous. Okay, et ça a un impact immédiat sur tous les systèmes écologiques. Vous savez, une espèce ne peut pas sortir d'une communauté écologique pour aller dans une autre. Seuls nous, les humains, l'avons fait. Et de fait, très rapidement, grâce à la cuisson notamment, nous allons avoir une augmentation de la taille du cerveau, de la taille corporelle, et cette capacité, évidemment, de traiter les aliments. Et la cuisson va être l'élément qui est constitutif de notre évolution extraordinaire. Alors, est-ce que ceci est terminé? Mais bien sûr que non. Je vais parler d'une génération absolument merveilleuse, les baby-boomers. Alors, il y en a qui sont contents, d'autres moins. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, on a dit plus jamais ça. Alors a été créé l'UNESCO, dont le programme est par la science, la culture et l'éducation, mais aussi la médecine, l'accès aux études supérieures, l'accès à les libertés démocratiques, les évolutions sur les conditions de travail. Enfin, tout ça vient en même temps. Et on a connu pendant 60 ans une évolution comme jamais. Et toute une génération, les baby-boomers, a exprimé des potentialités qui n'étaient pas connues jusque-là. D'ailleurs, c'est la première acception du terme transhumanisme. L'idée de transhumanisme par Julian Huxley, grand biologiste, premier secrétaire général de l'UNESCO, c'est de se dire, en améliorant l'environnement, nous pouvons exprimer des potentialités non exprimées. Et du coup, nous avons gagné 25 ans d'espérance de vie au moment où on crée la retraite par répartition, mais là, pas de peau. Donc on ne va pas s'en plaindre. Et une évolution comme jamais, à la fois quantitative, depuis que je suis né, la population mondiale est multipliée par 3, et une évolution qualitative, évidemment, sur cette vie que nous avons en plus, et qui bouscule, évidemment, nos sociétés avec tous les enjeux qui sont là. Donc ça a été très bien. Succès. Et à cause de ce succès, on ne voit pas les problèmes, on ne veut pas les voir. Alors que toute évolution, aussi merveilleuse qu'elle puisse sembler, est toujours un compromis. Toute évolution, toute adaptation, vous gagnez des choses, vous en perdez d'autres. Sauf qu'au départ, dans cette euphorie des années 70-80, attendez, c'est extraordinaire, bon, voilà, on ne voit pas que déjà, peut-être, sur l'environnement, ça va coincer. 1972, premier sommet de la Terre à Rio, et le fameux rapport d'Imido du Club d'Europe. Mais on ne veut pas le voir. Et ce n'est qu'à partir de 1988, quand même, qu'on crée le GIEC, qui est encore contesté alors que ça s'accélère, et 2012, l'IPBES, c'est-à-dire pour s'intéresser aux environnements et aux biodiversités. Et je crois que vous êtes au courant de l'actualité. Les élections récentes de l'autre côté de l'Atlantique montrent que de plus en plus on conteste les dérèglements climatiques. Et vous avez vu l'échec de la COP récente à Rio de Janeiro sur la biodiversité. Et bien ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles parce qu'en effet, l'évolution, ce n'est pas le succès des baby-boomers, c'est comment, effectivement, nous allons léguer cette planète aux jeunes générations. D'ailleurs, Charles Darwin n'aimait pas le terme d'évolution. Ce terme d'évolution, c'est comme si c'était dirigé, c'était une loi immanente, comme si ça devait arriver, quelles que soient les circonstances. Mais pas du tout. Darwin avait cette expression, écoutez-moi bien, la descendance avec modification. L'évolution, mes amis, ce n'est pas Lucie, ce n'est pas Cro-Magnon, ce n'est pas Néandertal. C'est comment une espèce est capable de faire en sorte que la génération suivante puisse avoir du succès. C'est ça, l'évolution. Et donc, ce que nous faisons maintenant conditionne le jeu des possibles, encore un biologiste, François Jacob, pour les générations futures. Et c'est quoi le progrès, mes amis? Le progrès, ce n'est pas une loi, c'est nous qui en sommes les acteurs. Et le progrès, c'est quoi? C'est une génération qui accepte de faire des sacrifices pour que la génération suivante puisse choisir elle-même son progrès. Et la génération suivante qui fasse en sorte aussi que la génération qui suivra pourra avoir les moyens aussi de faire des choix. Est-ce que nous le faisons? Et ma génération est en partie responsable de cela, bien évidemment. Une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a changé de monde en 2012. En 2012, il y a 3 événements qui convergent. Le premier, donc, c'est effectivement le smartphone, le Web 2.2. Le deuxième, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui éclate à l'heure actuelle. Et également le fait que la majorité de la population humaine est urbanisée. Donc là, c'est une phase nouvelle de l'évolution humaine, avec des difficultés pour une population, une partie des jeunes générations, qui est en difficulté, comme vous le savez, et ça, c'est pas très bien. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à cette idée de succès, et de se dire, au lieu de se gargariser, de se dire, essayons de voir les générations futures. Et nous, les paléanthropologues, on arrive à contribuer à cela.
comment on est capable aujourd'hui de créer un récit commun qui pourrait entraîner toutes les populations humaines, toutes les cultures dans une destinée commune. Alors une première condition, mes chers amis, c'est d'avoir un récit commun des origines. Il n'y a pas une culture qui n'a pas un récit des commencements. Ces récits des origines, ça nous situe au cosmos par rapport aux autres. On l'a, c'est la paléanthropologie. Maintenant, reste la condition nécessaire. Est-ce qu'on est capable de créer un avenir commun qui n'est pas celui que du modèle de l'Occident, mais qui va tenir compte des diversités pour être capable de nous entraîner et de changer de modèle. Alors, on va terminer sur un événement extraordinaire. Écoutez-moi bien, je vais vous demander de fermer les yeux et de m'écouter. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Nous sommes il y a 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, en Afrique, apparaissent les Homo sapiens modernes, c'est-à-dire vous et moi. Et ils vont très vite, à pied et en bateau. Ils vont très vite vers l'est. Et ils se retrouvent à l'extrême est. Et là, ils sont sur l'île de Timor. Ils sont à l'est de l'île de Timor. Et devant eux, c'est 80 km de mer. Et vous savez que l'horizon, c'est 40 km. Et maintenant, écoutez-moi bien, réfléchissez bien, pensez bien, rêvez bien. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes et des enfants ont décidé d'embarquer vers l'inconnu absolu? Ouvrez les yeux, il est grand temps de les ouvrir et de devenir des sapiens. Merci.